Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Cette émission Storia Voce est enregistrée en partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, éditée par Le Monde et par National Geographic. Histoire et Civilisation vous fait parcourir tous les mois 5000 ans d'histoire de l'Antiquité à l'époque contemporaine. N'hésitez pas à vous abonner via le site internet Histoire et Civilisation. Et Histoire et Civilisation et Storia Voce vous propose ce mois-ci une offre promotionnelle exclusive, 5 € de réduction sur votre prochain abonnement Histoire et Civilisation, offre valable du 20 avril au 31 mai 2022. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu extraordinaire, d'une des plus belles merveilles de notre patrimoine mondial. Je veux parler des temples d'Angkor. Situé dans la province nord du Cambodge, Angkor est l'un des sites archéologiques les plus connus et les plus visités au monde. Au XIXe siècle, les Européens redécouvrent ces temples envahis par la végétation tropicale. Ces Européens s'intéressent aussi à l'histoire khmère. Voici l'émotion que le naturaliste français Henri Mouhot décrit dans ses notes parues dans la revue Le Tour du Monde à la vue de ces merveilles khmères. On est donc en 1863. Je cite: « L'esprit se sent écrasé, l'imagination surpassée, on regarde, on admire et, saisi de respect, on reste silencieux. Car où trouver des paroles pour louer une œuvre qui n'a peut-être pas son équivalent sur le globe, qu'il était élevé, le génie de ce Michel-Ange de l'Orient qui a conçu une pareille œuvre. » Cet écrin majestueux était celui de la capitale de l'Empire khmer. Ces œuvres d'art majestueuses se situent au carrefour des différentes influences religieuses de l'Inde. Je vous invite à Angkor aujourd'hui à la découverte de 10 siècles d'art khmer. Et dans le cadre de notre collaboration avec la revue Histoire et Civilisation, cette émission vous est proposée en partenariat avec le numéro du mois de mai, dont le dossier s'arrête sur les secrets d'Angkor. Alors dans cette interview, nous allons nous arrêter sur l'art khmer. Le dossier vous propose une page d'histoire de ce royaume extraordinaire, de sa construction à sa redécouverte et à sa mise en valeur, notamment par le français Louis de la Porte dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ce dossier aborde aussi les débats qui agitent la recherche historique et la recherche archéologique qui ne cesse de multiplier les découvertes majeures. Vous pouvez retrouver ce numéro de mai, numéro 83, sur le site internet histoire-et-civilisation.com ou chez votre marchand de journaux. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Thierry Zéphyr. Bonjour Thierry Zéphyr. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir. Vous êtes un grand historien de l'art, un des plus grands spécialistes de l'art khmer. Vous êtes également enseignant à l'école du Louvre et ingénieur d'études au Musée national des arts asiatiques, #. Donc c'est un musée qui se trouve à Paris. Vous connaissez l'art khmer mieux que personne et vous m'avez entendu en introduction citer un naturaliste français complètement émerveillé par le site archéologique d'Angkor. J'aimerais vous poser une question un petit peu personnelle, Thierry Zéphyr. Quelle a été votre émotion en découvrant, vous, ce site archéologique? Est-ce que vous avez été fasciné, ébloui, émerveillé, surpris, interpellé? Alors, oui. Tout cela à la fois, et puis encore bien d'autres choses. Il se trouve que j'ai la chance, entre guillemets, parce que cela résultait de conditions historiques dramatiques qui avaient frappé le Cambodge pendant la période Khmer Rouge et après. J'ai eu la chance, moi, de découvrir Angkor presque à la manière des explorateurs ou des premiers visiteurs du 19e siècle, parce qu'il se trouve que pendant près de 20 ans, un peu plus même, le site avait été complètement laissé à l'abandon dans les années 70-80, et que lorsque les Occidentaux,
donc les Français, ont pu aussi retourner sur ce site, eh bien, il était totalement livré à la végétation et on se retrouvait devant des temples bien connus, enfouis sous les lianes, parfois impraticables, et totalement seuls. Donc, ce qui aujourd'hui est effectivement un grand site touristique avec des milliers de visiteurs par jour, était un terrain de jeu, si l'on peut dire, totalement merveilleux parce que justement infréquenté. Il y avait naturellement des Cambodgiens, des populations locales qui d'ailleurs vous guidaient dans les différents monuments. Mais moi, c'est donc une découverte. Alors c'est évidemment très personnel parce que c'est factuel, c'est lié à mon âge et au moment où je m'y suis retrouvé à la fin des années 80. Mais en fait, c'est une découverte qui m'a laissé beaucoup de souvenirs, d'émotions, parce que j'ai pu me pénétrer plus qu'on ne peut le faire quand il y a des visiteurs, de l'ambiance, de l'atmosphère de ces lieux, m'attarder sur des petits détails de sculptures, me perdre dans des corridors de temples où on n'a pas trop l'habitude d'aller, en toute quiétude, en toute sérénité. Et je suis donc un grand privilégié parce que j'ai vraiment découvert encore d'une manière exceptionnelle. Et voilà, je m'y suis attaché par la suite et naturellement j'y suis retourné à de très nombreuses reprises. Alors Angkor, c'était la capitale de l'Empire Khmer. Avant qu'on s'attarde vraiment sur l'art et la sculpture de ce site archéologique, est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments d'histoire de cet Empire Khmer, la période et sur quelle étendue géographique il régnait ? Alors, le Cambodge, et donc l'Empire Khmer, est un domaine géographique qui couvre bien sûr le Cambodge actuel, mais qui à l'époque de son apogée était plus vaste. C'est-à-dire que l'actuel centre et sud-Vietnam, une partie du Laos, une partie de la Thaïlande, le nord-est, l'actuelle Thaïlande, faisait corps, si vous voulez, avec le domaine géographique cambodgien. Cet empire khmer, ou ce domaine khmer, naît réellement dans les premiers siècles de notre ère. Évidemment, il y avait des populations préexistantes, mais à partir des premiers siècles de notre ère, on constate un phénomène d'acculturation tout à fait pacifique, puisque le Cambodge adopte et adapte à sa propre mentalité des données essentielles de la civilisation indienne. Les religions, les langues et un certain type d'organisation sociale qui pénètre, si vous voulez, la structure même de ces peuples du Cambodge. Et à partir du début du IXe siècle, on entre dans une période qui va se mettre en place une sorte de centralisation toujours plus marquée du pouvoir, à tel point que pendant une longue période, on parle d'un empire au sens où il y avait vraiment ce pouvoir central depuis la capitale Angkor qui rayonnait sur l'ensemble des possessions territoriales du Cambodge et qui a donné sa structure, son organisation à tout niveau, aussi bien d'urbanisme que d'infrastructures diverses et variées et naturellement sa couleur politique à ce territoire très très vaste. Donc c'est ce phénomène de centralisation qui caractérise, si on peut dire, l'époque angkorienne, on a des dates précises, mais elles sont évidemment inexactes, de 802, censé être l'année de l'intronisation d'un roi du nom de Jayavarman, jusqu'en 1431, qui est censé être là aussi une date charnière dans la mesure où la ville d'Angkor aurait été conquise et quelque peu saccagée par les voisins siamois. Mais ces deux dates, 802, 1431, ce sont des dates commodes, car elles donnent une fourchette dans laquelle Angkor s'est réellement développé et était à son apogée. En fait, on n'a pas de date aussi précise parce qu'il n'y a pas de chroniques très, disons, qui font consensus parmi les spécialistes pour dire qu'effectivement, à ces deux dates-là, il s'est passé des événements tellement importants que on est rentré dans un autre monde. Mais en fait, c'est quand même grosso modo le laps de temps pendant lequel cet empire khmer a été
à son apogée. Et puis ensuite, à partir du milieu du XVe siècle et jusqu'à nos jours, on parle quelquefois de période post-angkorienne, parce que dans le fond, la définition de l'histoire khmer, de son développement, s'est élaborée autour d'Angkor, compte tenu de l'importance de ces monuments, de leur originalité, de leur beauté, et du fait que, effectivement, les historiens, les épigraphistes ont pu retracer, retrouver l'histoire khmer à la lumière des inscriptions qui ont été découvertes dans les temples. Est-ce qu'on classifie les temples en fonction de leur période de construction ? Je fais écho bien entendu à ce que vous venez d'expliquer, ou en fonction de leurs décors architecturaux ? Alors un peu les deux, en fonction de la période de construction, parce que au fil du temps, bien sûr, il y a des techniques de mise en œuvre qui se développent, et puis aussi en fonction du décor, en fonction du style dont tous ces monuments sont représentatifs. On passe d'une certaine manière à Angkor d'un faciès roman à un faciès gothique, à un faciès baroque. J'emploie exprès des termes du registre occidental pour bien faire comprendre. L'art khmer n'est pas un art monolithique qui apparaît à une époque donnée et puis qui ensuite livre des créations pendant des siècles. C'est comme tous les arts vivants, comme tous les domaines culturels du monde, quelque chose qui évolue, qui se transforme au fil des siècles. Alors on a la chance d'avoir une chronologie très très bien balisée par toutes ces inscriptions. On sait parfois à l'année, voire au mois ou à la semaine près quand un monument a été consacré. Et puis tout cela participe d'une connaissance, on va dire, générale de l'Empire khmer, qui est pour l'essentiel le fait des grands savants de l'école française d'Extrême-Orient. Dès la fin du XIXe siècle, c'était une espèce d'organe, on va dire, culturel de la France coloniale en Indochine. L'école française d'Extrême-Orient, dès la fin du XIXe, le tout début du XXe, a produit une quantité considérable d'écrits, d'études, de recherches sur l'épigraphie, sur l'histoire, sur les langues, sur les monuments, sur les arts, et c'est de ce terreau scientifique que tous les spécialistes contemporains se nourrissent. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a une diversification dans les études, dans les approches, mais la France a vraiment été, pour les raisons historiques que tout un chacun comprend et connaît, puisque c'était la France coloniale du XIXe siècle, la figure de proue dans la connaissance et dans l'étude des monuments khmers. Alors comment la France redécouvre-t-elle ces monuments et ce site archéologique ? Alors la redécouverte, en fait, il faut être bien précis sur ce qu'on entend par redécouverte. Nos amis, collègues et confrères cambodgiens savent bien, comme nous le savons nous-mêmes, qu'Angkor n'avait jamais été oublié. On a un peu trop tendance, dans une vision romantique, très 19e siècle justement, à considérer que, puisque les monuments étaient perdus dans la jungle, eh bien personne n'en avait plus connaissance. Or c'est inexact. Angkor a été abandonné en tant que ville royale, en tant que siège du pouvoir khmer à une certaine époque, mais il y avait des populations locales, certains temples étaient toujours en activité, même s'ils avaient changé d'orientation religieuse, et ce que les Français ont fait au XIXe siècle, c'est découvrir pour eux-mêmes, d'une certaine façon, ces monuments qui étaient effectivement difficiles d'accès et qui n'étaient évidemment pas connus en Occident. La connaissance, effectivement, pour les Occidentaux et les Français particulièrement, est le fait de quelques explorateurs, voyageurs, aventuriers même, plutôt audacieux, comme Henri Mouhot, dont vous avez parlé au début de cet entretien. Et effectivement, pour eux, c'était du domaine de la découverte. Mais pour les Cambodgiens, pas du tout. Et à la suite d'Henri Mouhot, il y a eu quelques autres épisodes marquants dans cette redécouverte, entre guillemets, d'Angkor, notamment en 1866, le passage à Angkor d'une commission composée de scientifiques sur le site même, qui était la commission d'exploration du Mékong. Alors l'objet de cette commission n'était pas d'aller visiter Angkor, il était plutôt de vérifier la navigabilité du fleuve Mékong pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre à profit cette voie d'eau pour renforcer les liens commerciaux, économiques entre la Chine du Sud et l'Asie du Sud-Est, donc l'Indochine.
Et à l'occasion donc de cette mission d'exploration, les voyageurs sont passés par Angkor. Dans le groupe des voyageurs se trouvait Louis de la Porte. Louis de la Porte était un officier de marine. Il était en charge d'aspects techniques dans le cadre de cette mission, d'aspects techniques et logistiques. Et découvrant les monuments, il y restait très peu de temps à ce moment-là, il a été fasciné. Et tout ceci a, d'une certaine manière, décidé du destin de la connaissance de l'art khmer en France, dans le monde occidental, parce que, à l'issue de cette mission d'exploration du Mékong, de la Porte n'a eu de cesse que de se faire octroyer une mission pour retourner à Angkor, pour mieux voir, mieux comprendre les monuments et surtout pour les documenter, prélevant sur certains sites, un certain nombre d'éléments, des sculptures, des fragments de décor architectural qui se trouvaient détachés des monuments où ils se trouvaient originellement, et puis aussi faire réaliser des moulages qui lui ont servi ensuite à constituer son musée khmer en France, parce que dès l'origine, pratiquement, de cette découverte pour lui du Cambodge, il a souhaité faire connaître cet art merveilleux à ses yeux, à ses compatriotes. C'était une manière aussi de se tailler une sorte de précaré dans le domaine de la science et des humanités. Donc, il a souhaité créer ce musée khmer, qui a effectivement trouvé sa consécration dans ce que l'on a longtemps appelé le musée indo-chinois du Trocadéro, où se trouvaient bien sûr quelques-uns des originaux qu'il avait rapportés de ses missions sur place, et puis les fameux moulages, ces moulages qui lui ont servi à reconstituer des parties de monuments, des portes, des fragments de murs, moulages qui, à la fermeture de ce musée en 1936, ont été démontés, puis entreposés en divers lieux. Ils sont d'ailleurs entrés un peu en déshérence. Beaucoup d'entre eux se sont abîmés pendant ces périodes de mise à l'écart du monde des musées. Et c'est dans les années 2000, 2010 que le musée Guimet, en la personne d'Olivier de Bernon et à l'instigation de Pierre Baptiste, qui est le conservateur de la section des arts d'Asie du Sud-Est au musée Guimet, eh bien ces moulages, entreposés dans une abbaye en province, ont été sauvés. Et ceci a donné lieu à la mise en place d'une belle exposition consacrée à cette geste particulière de Louis de la Porte au Cambodge et à la manière dont il a permis aux Français et plus généralement au monde occidental de prendre contact avec ce domaine. Alors, les collections du musée Guimet sont ainsi directement liées à l'histoire des recherches et des travaux sur la civilisation khmer. Oui. D'abord parce qu'une partie de ces collections, qui étaient originellement donc au musée indo-chinois du Trocadéro, ont été reversées au musée Guimet à partir de la mort de Louis de la Porte dans les années 1925-1927. Et ensuite parce que le musée Guimet, au-delà donc de cet apport des collections de Louis de la Porte, avait bénéficié par ailleurs de dons divers et variés de grandes figures des études khmer, notamment du fonds de sculpture que Étienne Aymonier, qui était un Français résidant au Cambodge à la fin du XIXe siècle, avait regroupé, disons, pour son plaisir personnel. Mais ce n'était pas un esthète qui voulait de l'art khmer pour faire joli chez lui. Il voulait de l'art khmer parce qu'il cherchait à en comprendre l'essence. Et du même coup, revenant en France, après son séjour au Cambodge, il a versé sa collection au musée Guimet directement. Donc le fonds tel que nous le présentons actuellement dans les salles est constitué à la base de ce que Louis de la Porte a rapporté du Cambodge au cours des 2 missions personnelles qu'il y a menées, parce qu'en 1866, il n'avait rapporté aucune œuvre, c'était juste une prise de contact. Et donc en 1871 et en 1881, il y a eu, en 1870, pardon, 1881, il y a eu d'autres missions de Louis de la Porte au Cambodge. Là, il a rapporté des œuvres et des moulages. Et puis il y a eu, à la fin du XIXe siècle, cet apport aussi d'Étienne Aymonier, qui constitue donc les 2 bases de nos collections. Après, elles se sont enrichies par des acquisitions, ici et là, par des dons de généreux collectionneurs qui estimaient que les belles œuvres dont ils étaient possesseurs devaient être mises sur la place publique. Et donc, qu'y a-t-il de mieux pour les rendre visibles que de les mettre dans un musée ?
Mais alors, tous les grands collectionneurs n'ont pas été aussi altruistes. Et chers auditeurs, je vous invite à découvrir l'histoire rocambolesque d'André Malraux, qui, lui, fait parler d'Ancor également. Mais alors, lui, parce qu'il conçoit un plan de commercialisation des œuvres khmer afin de sauver son couple de la ruine, mais je n'en dis pas plus. Et je vous laisse découvrir la face obscure de cet amateur d'art dans le dossier consacré à Ancor dans le numéro d'Histoire et Civilisation que j'ai évoqué en introduction de cette émission. Thierry Zéphyr, le site d'Ancor, c'est un site qui est absolument majestueux, mais également qui s'étend sur une très longue distance, c'est 400 km², si je ne me trompe pas. Comment est-ce qu'il se présente ? Combien il y a de temples ? Est-ce qu'on y trouve des maisons ? Est-ce que c'est majoritairement des temples khmer, et donc finalement un lieu qui est principalement religieux ? Alors, plutôt de l'ordre de 40 km², ce qui est déjà pas mal. Oui, 40 km², pardon. Et en fait, le site d'Ancor, curieusement, a dû se développer de manière très naturelle. D'abord, il faut savoir que c'est un emplacement du Cambodge qui est assez privilégié du point de vue de sa géographie. Nous nous trouvons au cœur du Cambodge actuel, au cœur du pays khmer, au plan culturel, dans le sens culturel du terme, et nous nous trouvons au nord d'un grand lac qui s'appelle le Tonlé Sap, et qui est une réserve inépuisable, surtout aux époques anciennes, de protéines, parce qu'il est très poissonneux. Ce grand lac a la particularité, au moment de la mousson, des hautes eaux, de voir sa superficie tripler. Ce qui fait que, à la récession des eaux, lorsque la décrue commence, toutes les terres qui avaient été inondées peuvent être assez facilement mises en culture, sans que cela nécessite une trop grande science de l'irrigation ou de trop importants travaux. Et du même coup, Ancor s'est établi au nord du Grand Lac, à la limite de la zone d'inondation, et c'est par cette position très favorable pour le développement numéraire de la population que Ancor doit sa croissance. Le site lui-même, pour ce qui est des plus anciens monuments, on se situe aux environs du 7e siècle de notre ère. Le site lui-même ensuite s'est développé au gré des désirs des grands souverains qui souhaitaient accompagner leur règne d'une fondation majestueuse, un genre de temple d'État dans lequel était vénérée une divinité, la divinité protectrice du Cambodge sous le règne de tel ou tel souverain. Autour de cette ossature sacrée du site, qui était aussi bien religieuse que politique d'ailleurs, parce qu'un grand temple bien construit, très beau, est aussi un manifeste politique, tout autant qu'un manifeste religieux, il y avait les hommes qui habitaient Ancor. Il y avait les agriculteurs, les pêcheurs, les commerçants, les artisans, il y avait toute la société khmer, le roi bien sûr, sa cour, les dignitaires, toute l'administration qui est tentaculaire au Cambodge, et ça on le sait par des inscriptions extrêmement nombreuses qui nous font prendre conscience du niveau de hiérarchisation, du niveau de complexité aussi de cette société dans ses tenants et ses aboutissants politiques et même parfois économiques. Donc le site lui-même s'est développé au gré des règnes, sans qu'il y ait de parti pris originel à partir duquel on considère que il y avait un développement attendu et espéré. En fait, à un certain moment, au XIe, XIIe siècle, les rois ont construit des temples là où il restait de la place. Et on s'aperçoit dans le fond que de règne en règne, de la fin du IXe siècle jusqu'au début du XIIIe, le centre vital, le centre essentiel d'Ancor s'est déplacé. On est passé du sud-est de cette région d'Ancor au centre même de cette région, pour ensuite partir établir des monuments plutôt dans l'est, et puis revenir vers l'ouest, et retourner finalement au centre. Donc il y a eu une espèce de mouvement presque anarchique dans la mise en œuvre et la mise en place des temples, qui font qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un site très, très, disons, tentaculaire, mais c'est tout simplement parce que sa constitution fait qu'il a été mis en place de manière presque un petit peu aléatoire. Vous venez de souligner l'abondante épigraphie qui se trouve sur les temples khmers. Qu'est-ce que cette épigraphie nous révèle de cette civilisation, évidemment de la vision que les Khmers avaient de ces temples ?
Alors, beaucoup de choses. D'abord, l'épigraphie, elle a une toute petite limite, enfin qui est une limite tout de même, c'est qu'elle touche essentiellement le domaine religieux, le monde sacré, le monde des dieux. Mais au travers de ce monde des dieux, on perçoit et on connaît bien des aspects de la civilisation, de la culture khmère, parce que il y a des éléments d'ordre économique, d'ordre sociaux qui transparaissent dans cette épigraphie. Donc l'épigraphie est extrêmement riche, elle est très abondante, il y a près de 1300 inscriptions bien balisées, bien étudiées, ce qui n'est pas rien pour un domaine géographique qui malgré tout est assez restreint, comme l'est celui du Cambodge, et surtout des inscriptions qui sont très précises. Elles sont bilingues pour l'essentiel, alors certaines sont uniquement en sanskrit, qui est une des langues que les Khmers ont adoptées de l'Inde elle-même, et puis d'autres sont en vieux Khmer. Le vieux Khmer, c'est l'ancêtre du cambodgien, enfin du Khmer actuel. Et dans certains cas, les inscriptions sont bilingues. Alors donc toute la partie officielle, consacrée aux dieux, tout le côté un petit peu pompeux et convenu d'un acte de consécration est en sanskrit, qui était la langue de culture, la langue de l'élite. Et puis toute la partie pratique, qui est liée à la manière dont fonctionnait une institution religieuse. Parce qu'un temple, une fois qu'il est fondé, il faut l'entretenir. Il faut qu'il y ait des personnes qui s'occupent des divinités, qui, le cas échéant, valorisent les territoires associés au temple en question. Donc tout ceci était bien souvent en vieux Khmer. Et c'est donc la combinaison des deux qui donne effectivement un tableau assez vivant de cette civilisation khmer classique entre le 9e et le 13e siècle. Et un tableau qui, dans le fond, est l'un des plus précis que l'on ait pour l'ensemble de ces pays d'Asie du Sud et du Sud-Est. On connaît très bien l'histoire du monde indien, de l'Asie du Sud à proprement parler, l'Inde elle-même. On connaît bien l'histoire de bien d'autres pays en Asie du Sud-Est, mais au Cambodge, il y a encore plus de données et des données qui permettent justement de bien comprendre ce qui s'y est passé. Alors il y a des manques, naturellement, parce que on n'a pas de chronique royale, par exemple, ou de chronique tout simplement qui relatent les faits historiques qui se sont déroulés au Cambodge. Donc parfois on en est réduit à des spéculations. Mais pour l'essentiel, malgré tout, on a une assez bonne connaissance historique du pays. Alors, très célèbre là encore, bien entendu, ce sont les tours à visage. Donc, ces très hautes tours qui s'élancent vers le ciel quand elles ne sont pas agrippées par les végétations et sur lesquelles on voit des visages. Alors, ces visages qui sont assez impressionnants, est-ce qu'ils représentent des dieux, des divinités, des rois ? Alors pour les visages en question, d'abord au Cambodge et à Angkor particulièrement, mais il y en a dans un ou deux autres sites ailleurs dans le pays, il faut savoir que c'est vraiment quelque chose de très ponctuel. C'est apparu à la fin du XIIe siècle et ça n'a pas survécu au début du XIIIe. Donc c'est pendant le règne d'un très grand roi khmer qui, comme le fondateur supposé de la lignée royale angkorienne, s'appelait aussi Jayavarman. Alors, comme on est français et cartésien, on leur a donné des numéros. Donc, le fondateur, ça serait Jayavarman II, et celui dont je vous parle maintenant, c'est Jayavarman VII. C'est donc sous le règne de ce roi, de 1180 à 1220 environ, que ces tours à visage ont été créées. Elles appartiennent, dans le fond, à des monuments qui sont des monuments bouddhiques. Or, tous les temples de tous les prédécesseurs sur le trône de ce roi Jayavarman VII étaient des temples hindous, parce que ces rois étaient des hindouistes. Il se trouve que Jayavarman VII, par tradition familiale, ça on le sait par les inscriptions, il était d'une famille bouddhiste, du nord-est de la Thaïlande d'ailleurs, actuelle. Et donc ce roi, lorsqu'il parvient au trône, va complètement modifier le paradigme et faire que le bouddhisme devienne religion d'État, à la place de l'hindouisme qui était la religion d'État précédemment. Donc les temples sont novateurs déjà à cet égard. Et toute l'iconographie se renouvelle. Or, dans la perspective créée par Jayavarman VII, ses conseillers, les religieux qui l'entouraient, eh bien, il y a si vous voulez, un vocabulaire, une manière de créer les monuments totalement différente. Et les visages apparaissent donc à ce moment-là. Que représentent ces visages ? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses. On a dit beaucoup de choses, parfois pas tout à fait exactes. On peut surtout dire ce qu'ils ne représentent pas. Donc, première chose, ce ne sont pas des portraits du roi ou des portraits royaux. Deuxième chose, ce ne sont pas des représentations du Bouddha.
Il y a des détails d'iconographie, ces visages ont des parures, ce sont des têtes parées avec des diadèmes, des boucles d'oreilles, etc. Donc ce ne sont pas des représentations du Bouddha. Étant donné que la forme de bouddhisme voulue par J.R. Manset était une forme de bouddhisme assez complexe, ce qu'on appelle le bouddhisme du grand véhicule, par opposition au bouddhisme ancien, originel, qui est celui du petit véhicule, eh bien on a un temps pensé qu'il pouvait s'agir de visages représentant des entités spirituelles spécifiques de ce bouddhisme du grand véhicule, mais là aussi on se heurte à quelques problèmes de nature iconographique, parce qu'il faudrait des éléments particuliers qui ne sont pas présents sur ces visages. Et puis, à la lumière des inscriptions, à la lumière de ce qu'on connaît un petit peu de l'organisation territoriale du Cambodge, on a avancé l'idée qu'il pouvait s'agir de déités participants du bouddhisme, mais qui avaient pour rôle et pour fonction d'être des représentantes pétrifiées dans un certain nombre de monuments, des divinités de chaque province, de chaque domaine territoriaux qui constituaient le Cambodge, l'Empire Khmer. Ce seraient donc des espèces de déités de terroir qui trouveraient leur place en tant que divinités protectrices sur les toitures des temples Khmer. On peut aller aussi dans une autre direction qui est celle de l'exégèse de l'iconographie du bouddhisme. Dans le bouddhisme, on nous explique que la salle où le Bouddha prêche de toute éternité et pour toute éternité sa doctrine est une salle dans laquelle se trouvent beaucoup de dieux. Et parmi ces dieux, il y a des dieux Brahma. Des dieux Brahma qui ont la particularité d'avoir plusieurs visages, 4 en l'occurrence. Et on a mis ainsi en relation ces dieux Brahma de l'iconographie bouddhique du grand véhicule en relation avec les visages du temple du Bayonne, qui est le monument où ils sont les plus visibles et les plus frappants. Des Brahmas qui ont pour rôle, bien sûr, d'entendre la doctrine du Bouddha, d'en être des protecteurs, des défenseurs, mais aussi de la diffuser de par le monde. Et alors là, les choses deviennent un peu plus compliquées, parce que Brahma est un dieu bien connu, mais c'est un dieu hindou. C'est le dieu créateur, on va dire, dans une certaine perspective de l'iconographie hindoue. Donc il y a en fait au Cambodge des originalités iconographiques, parfois inexpliquées, ou qui demanderaient à être encore affinées dans leur compréhension, et des particularités iconographiques qui procèdent d'une sorte d'amalgame de traditions indiennes, qui sont comme recomposées, recréées par les Khmers. Donc le Cambodge, ça n'est pas un surgeon de l'Inde, même si on parle à son propos de pays indianisés, au sens où il y a eu effectivement des adoptions d'éléments de culture indienne. C'est vraiment un domaine culturel original qui recrée à sa manière, sur la base de données préexistantes, tout un mode de pensée à tous les niveaux, religieux en l'occurrence, et iconographique pour ce qui concerne ces fameux temples du règne de J.R. Manset, et puis aussi politique et social dans d'autres aspects du Cambodge ancien. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on se rend compte à la fois du syncrétisme très fort qui est symbolisé par Angkor, mais qui en dit long sur l'histoire khmer, et à la fois en quoi ces œuvres khmer sont la matérialisation de concepts philosophiques et religieux qui les dépassent. Et cette idée de syncrétisme, elle est réelle, c'est certain. Dans le même temps, quand un roi était hindou, et essentiellement d'ailleurs pour les rois angkoriens shivaïtes, son dieu d'élection, c'était Shiva. Et donc tout tournait autour de Shiva. Mais sous le règne d'un tel souverain, des dignitaires, parce que par tradition familiale, ils étaient inscrits dans ce mode de pensée religieux, ont très bien pu construire des monuments bouddhiques, et vice-versa. Donc il n'y a pas d'exclusive. Je ne saurais vous dire si tout a toujours fonctionné en extrême harmonie entre les bouddhistes, les hindous, les bouddhistes, les shivaïtes, ou bien au sein de l'hindouisme entre les shivaïtes, les vishnouites et autres, mais l'image qui en ressort, en tout cas, dans les monuments, dans l'iconographie, et au travers des inscriptions, est plutôt celle, effectivement, d'une espèce de bonne entente entre tous ces modes de pensée religieux qui auraient très bien pu conduire à des heurts assez violents, et ça ne semble pas avoir été le cas au Cambodge. En tout cas, on n'en a pas d'attestation flagrante. Alors, on a parlé des tours à visage, on pourrait
On va évidemment évoquer celle des bas-reliefs. Vous allez me reprendre sur le vocabulaire, je m'en doute. Est-ce qu'on sait aujourd'hui comment les sculpteurs travaillaient la pierre pour créer ces bas-reliefs et notamment ces visages ? Alors, on sait qu'ils employaient, comme tous les sculpteurs du monde, la pointe, le ciseau, le maillet. C'était des techniques de taille directe, très, très sommaires, très simples et universelles d'une certaine façon. Ce que l'on sait pour ce qui est de la sculpture, même dans les monuments, c'est que la maçonnerie, le gros œuvre d'un temple, donc une structure, généralement une tour sanctuaire, c'est de plan carré, le corps inférieur, disons là où est abritée la statue de la divinité, est couvert par une toiture élevée, composée de différents niveaux. Et donc tout ceci était réalisé en blocs bruts, taillés et carrés et très réguliers, sortis de carrière. Et c'est une fois le monument monté, construit comme un jeu de cubes, que les sculpteurs intervenaient. On a quantité d'exemples, parce qu'aucun temple khmer n'est achevé, dans le fond. Ils sont tous dans un état d'inachèvement plus ou moins grand. Et on a quantité d'exemples où l'on voit effectivement un motif commencé, dégrossi, mais totalement inachevé. Parfois, on n'a que les lignes qui tracent un rinceau, un élément décoratif sur un monument. Et on est donc absolument certain que la sculpture intervenait après la construction. La sculpture, elle se faisait évidemment en groupe. Enfin, il y avait le maître d'œuvre, il y avait les maîtres qui indiquaient les grandes lignes d'une composition, qu'il s'agisse d'une composition décorative ou d'une composition narrative, parce que ces bas-reliefs racontent aussi beaucoup d'histoires, des histoires religieuses pour l'essentiel, mais pas seulement. Et ces équipes, donc de tailleurs de pierre, de sculpteurs, étaient plus ou moins doués, plus ou moins habiles. Alors, on voit très bien aussi, dans un même monument, parfois en des emplacements très proches les uns des autres, la main d'un artiste qui, par l'intermédiaire de sa pointe et de son burin ou de son maillet, a ciselé un décor, un visage exceptionnellement beau, émouvant, vivant, si tant est qu'on puisse faire vivre la pierre, et puis un tâcheron qui a fait la même chose, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de décor qui sont symétriques dans les temples khmers, mais sans avoir ce génie de la taille de la pierre qui était le propre de beaucoup d'artisans au Cambodge. Est-ce qu'il y a une recherche de réalisme dans ces sculptures? Alors réalisme, je l'entends bien entendu comme nous on l'entend, une volonté de coller à la réalité et à la nature. Alors je dirais non a priori, mais quand même un petit peu oui. Non, parce que dans le monde khmer, Inde, monde indianisé, tout ce qui est l'Asie du Sud, du Sud-Est, tous les pays hindous, bouddhistes, ce sont des pays dans lesquels la quintessence de perfection, c'est le divin. Et le divin, par définition, n'est pas humain. Donc, quand on fait une représentation de nature réaliste, quand l'aune de la perfection, c'est la beauté d'un corps humain, athlétique, comme par exemple dans l'art gréco-romain, où ce qui est le plus beau, l'idéal du corps divin, c'est un Apollon avec une musculature parfaite, des proportions parfaites, un visage particulièrement régulier, mais des traits vivants, des chairs qui palpitent. Tout ça, c'est le monde occidental. Et puis, il y a une autre approche, qui est l'approche qui fut celle des Khmers, qui fut celle des sculpteurs de l'Inde, qui est beaucoup plus conceptuelle, beaucoup plus abstraite, où certes, un dieu, lorsqu'on le représente sous des traits anthropomorphes, parce qu'il peut parfois être représenté de manière purement symbolique, a un visage, un corps, des membres, mais qui ne doivent pas, dans le fond, pour être, pour convenir à un dieu, être, de nature humaine. Et donc, tout ce qui fait la beauté dans le monde occidental, perfection classique, on va dire, de l'Antiquité, n'avait aucune raison d'être dans un domaine comme celui du Cambodge. Donc, certes, il y a du réalisme parce qu'il y a des anatomies concrètes réelles, parce que dans certaines scènes narratives, on peut représenter des paysages qui font vrai, même s'ils ne le sont pas. Mais la recherche première et fondamentale d'un sculpteur, c'était de
d'investir un bloc de pierre d'une essence supérieure et divine qui ne pouvait pas avoir pour véhicule la représentation, aussi parfaite fût-elle, de l'humain. Donc voilà, c'est réaliste sans l'être, et c'est en tout cas toujours hautement symbolique, puisque tous ces dieux, toutes ces déesses, les représentations du Bouddha ont des caractéristiques hors normes, des protubérances sur le crâne, des bras multiples, 3 yeux, et beaucoup d'autres choses de cette nature. Que représentent les bas-reliefs des temples ? Alors, je vais peut-être vous demander de pointer les différences entre bas-relief, haut-relief et ronde-bosse, qui sont des distinctions qui sont peut-être pas évidentes, mais qui vont peut-être vous aider à mieux nous expliquer où se situe-t-il dans les temples et qu'est-ce qu'il représente ? Est-ce qu'on est encore dans le domaine de la religion ou est-ce qu'il y a quelques éléments d'histoire également ? Alors déjà pour les aspects techniques, bas-relief, haut-relief, ronde-bosse, une ronde-bosse c'est tout simplement une sculpture en 3 dimensions autour de laquelle on peut tourner, qui est sculptée sous toutes ses faces. Et pourquoi dans l'art khmer on insiste sur cette idée de ronde-bosse ? C'est parce que les divinités qui étaient vénérées dans les temples, qu'il s'agisse de Shiva, de Vishnu, d'une déesse ou du Bouddha, étaient des images, étaient vivants dans des images sculptées en ronde-bosse. Même si, dans le fond, on ne tournait pas autour de ces images, parce que nul ne pénétrait dans les celles-là des temples, à part les officiants, les prêtres. Donc le fidèle lambda ne tournait pas autour des sculptures. Donc dans le fond, il n'y avait pas besoin de sculpter le dos. C'est ce qui s'est produit en Inde, le modèle par excellence de la civilisation khmer. Les Indiens faisaient surtout des stèles. Donc les dieux, les déesses étaient appuyés sur le bloc de pierre qui restait à l'arrière et qui leur faisait un support. Donc au Cambodge, la ronde-bosse est réservée aux statues de culte. Et toutes les statues de culte sont taillées de cette manière. Pour ce qui est du bas ou du haut relief, c'est un petit peu la même chose. On parle de haut relief quand vraiment le relief est très creusé, très profond, et de bas relief lorsqu'il est un peu plus léger. Eh bien, ce sont les techniques que l'on employait donc pour décorer les murs, les pieds droits des portes, les frontons, tout ce qui était l'architecture elle-même. Et dans ce registre, il y a des motifs ornementaux, mais qui ont une petite valeur symbolique, parce qu'ils représentent toujours une végétation renaissante, sans cesse en mouvement. Et c'est un petit peu l'idée de toutes ces religions, l'idée de la progression spirituelle vers le salut, de vie en vie, et ainsi de suite. Donc il y a ces éléments décoratifs, et puis il y a surtout les éléments narratifs. Et là, les Khmers se sont vraiment exprimés avec beaucoup d'intelligence, de maîtrise et d'inventivité, parce que dans ces reliefs narratifs, on raconte essentiellement la vie des dieux. Donc ce sont des scènes mythologiques. Il y a des représentations des mythes les plus importants de l'hindouisme, par exemple, notamment dans un temple très célèbre qui est celui d'Angkor Wat, qui est un des très rares temples royaux vishnouites de ce site d'Angkor, première moitié du XIIe siècle. Et là, on nous développe sur 80-100 mètres de long des scènes qui ont trait à la mythologie du dieu Vishnu. Les grands épisodes qui nous le montrent en tant que sauveur du monde, luttant contre les démons ou produisant l'éternité dans le monde à l'occasion d'un mythe très très connu qui est celui du barattage de la mer de lait. Bon. Et il y a aussi dans ces bas-reliefs khmers, mais surtout à l'époque du Jayavarman VII, des véritables scènes historiques. Donc là, on nous raconte la vie du temps. Sans doute dans ce qu'elle avait d'important pour le commanditaire de ces reliefs, en l'occurrence Jayavarman VII. Et ce que l'on voit principalement, ce sont des scènes de combat. Des défilés où le roi part accompagné de ses troupes à dos d'éléphant pour combattre ses ennemis. On a même une scène de bataille navale qui a dû se tenir sur le Grand Lac, auquel je faisais allusion tout au début de l'entretien, qui se trouve au sud d'Angkor et où, on le sait, autour de 1177, les voisins du Cambodge, qui étaient les Cham, un peuple qui demeurait au centre de l'actuel Vietnam, ont porté leurs armées jusqu'à Angkor. Et il y aurait donc eu, sur le Grand Lac, une bataille navale dans des pirogues. Donc ça, c'est un événement qui est évoqué dans les bas-reliefs du temple avec les tours à visage du Bayon.
Il y a donc comme ça un certain nombre de scènes historiques, mais l'essentiel des scènes narratives qu'on voit au Cambodge, ce sont bien des scènes de mythologie. Alors je vous invite évidemment, chers auditeurs, si vous voulez voir à quoi ressemble le temple d'Angkor Wat que vous venez d'évoquer, Tir-Zéphyr, ou encore les sculptures que nous avons évoquées tout au long de l'émission, je vous invite à ouvrir le dossier du numéro d'Histoire et Civilisation parce que nous pouvons les décrire, mais vous prendrez plus conscience de la beauté et à la fois de cet esprit si mystérieux de ce site archéologique en regardant l'iconographie qui lui est consacrée dans ce dossier. Une dernière question, Thierry Zéphyr. On a parlé donc de l'Arc-Khmer, mais il y a aussi, donc lors d'une exposition au musée Guimet, vous mettez en avant les réalisations de Louis Delaporte. Donc Louis Delaporte que vous avez évoqué en début d'émission, on va parvenir évidemment sur tout son périple. Là encore, je vous renvoie au dossier d'Histoire et Civilisation. Mais Louis Delaporte, il a effectué des moulages, donc ça vous l'avez très bien expliqué aussi. Est-ce que les réalisations de Louis Delaporte sont aujourd'hui de véritables œuvres d'art? Et est-ce qu'elles nous aident véritablement à comprendre encore? Ou est-ce que le fait qu'il ait évidemment entouré ses dessins, ses moulages de toute son âme et à la fois de tous les fantasmes qu'il avait sur le site, rend parfois le déchiffrage un petit peu compliqué? Alors là aussi, c'est un peu des deux. Vous allez dire que je suis très, très normand, ni oui ni non. Très nuancé, je dirais. Les moulages de Louis Delaporte sont extrêmement précieux. D'abord parce qu'ils donnent l'échelle réelle de ces monuments. Bien sûr que dans les musées, on peut avoir un linteau, un fragment de pilastre, un petit élément décoratif appartenant à tel ou tel monument, mais dans le fond, l'impact physique face à ce petit fragment n'évoque pas la réalité des choses. Avec les moulages de Louis Delaporte, qui sont échelle 1, bien entendu, on est devant des dimensions qui suggère, et c'est cela qui avait beaucoup plu dans les années 1880 au musée indochinien du Trocadéro, c'est que on était physiquement immergé dans un monument ou dans plusieurs monuments. Évidemment, ça n'était que des parties de monuments, mais ça donnait quand même beaucoup à imaginer sur ce qu'étaient concrètement ces structures sur place. Les détails maintenant de ces moulages, bien sûr, sont parfois un petit peu adapté. Alors, Louis Delaporte n'a pas inventé des choses. On a beaucoup dit, même pour ses très beaux dessins, qui sont des dessins magnifiques, très, très esthétiques, qu'il avait totalement imaginé un certain nombre de choses. Ça n'est pas si vrai que cela, parce que on s'aperçoit, à les étudier très en détail, que ces dessins sont d'une fidélité extraordinaire aux originaux, aux monuments eux-mêmes. Évidemment, comme ce sont des dessins qui veulent promouvoir cette beauté de l'Arc-Khmer, ils sont plus beaux que beaux. Et du même coup, on a eu l'impression qu'il y avait un petit peu de tricherie derrière tout cela, mais pas du tout. Et le problème qu'avait Louis Delaporte dans les reconstitutions de monuments, c'est que il faisait certes réaliser des moulages, il en a réalisé lui-même, et puis il en a fait réaliser par plusieurs de ses collègues qu'il a envoyés en mission au Cambodge dans les années 1880-1890. Les moulages, bien sûr, ne pouvaient concerner que quelques parties d'édifices. Et lorsqu'on voulait faire une porte qui comportait des jambages avec 2 pilastres symétriques, un à gauche, un à droite, on ne prenait qu'un seul des pilastres en moulage, et puis on le dupliquait pour faire le deuxième. Donc en cela, évidemment, ça n'est pas, si vous voulez, les deux ne sont pas des moulages originaux, puisqu'il y a l'original fait sur un pilastre et sa copie qui vient faire le pilastre symétrique sur un encadrement de porte. Mais globalement, quand même, Delaporte a vraiment utilisé ces éléments originaux moulés pour recomposer ces temples khmers. Alors évidemment, ici et là, il y a des adaptations nécessaires pour la statique, tout simplement des moulages à l'intérieur du musée indochinien du Trocadéro, mais rien n'est de la création. Et en cela, c'est un travail très 19e siècle dans son esprit, mais de nature quand même scientifique. Quoi qu'on ait pu dire de Louis Delaporte, on l'a souvent comparé à une sorte de fantaisiste qui recréait un Angkor artificiel. Non, vraiment, les éléments qui nous sont parvenus de ces moulages et tout ce qu'on voit sur les photographies anciennes montrent clairement que, pour l'essentiel, c'est vraiment l'image des monuments khmers, l'image du Cambodge, de l'art khmer tel qu'il le ressentait,
que Louis Delaporte a voulu véhiculer. Et ceci a généré à la fois de l'intérêt pour le grand public, mais aussi des vocations, parce que bien de nos prédécesseurs, khmérologues ou historiens de l'art, se sont intéressés au Cambodge et à l'art khmer, grâce à cette émotion ressentie dans ce musée indochinois du Trocadéro. Et c'est pour cette raison-là aussi que on a vraiment souhaité, au musée Guimet, sauver ces moulages qu'on aurait très bien pu mettre au rebut définitivement, parce que non seulement ils participent de l'histoire de l'étude de l'art khmer au XIXe siècle, mais qu'ils demeurent encore aujourd'hui des éléments moteurs dans la compréhension ou dans l'intérêt qu'on peut porter à ce domaine. Donc l'œuvre de Louis Delaporte, largement sous-estimée jusqu'à il y a quelques années, est aujourd'hui remise à sa juste place. Ça n'est pas une œuvre de philologue, d'historien de l'art, ni même d'historien des religions. C'est une œuvre qui est très liée au monde des musées et qui participe donc de la connaissance de l'art khmer mondialement. Oui, c'est important en effet de redire que au XIXe siècle aussi, il pouvait avoir envie de précision et de science, et qu'il ne vivait pas seulement dans des romans et dans le fantasme. Merci Thierry Zéphyr. Je vous remercie. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions sur ce magnifique site archéologique d'Angkor. Ça donne envie, évidemment, d'aller au Cambodge. Mais chers auditeurs, si vous ne pouvez pas vous rendre au Cambodge tout de suite, vous pouvez néanmoins vous rendre au musée Guimet, qui organise de temps en temps des très belles expositions. Donc, on a évoqué celle sur Louis Delaporte, bien entendu, et qui vous permet un peu de découvrir cet art khmer qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fascinant qu'il n'y paraît quand évidemment on ne le connaît pas bien. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité, et je vous dis bien entendu à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.